Voici 12 comportements de collègues qui rendent votre travail toxique. Vous voulez savoir pourquoi votre énergie ou votre motivation s'effrite au bureau? C'est pas toujours la faute d'une surcharge ou d'un manager toxique. Voici 12 attitudes toxiques, parfois subtiles, qui minent la santé mentale de toute une équipe. Bonjour, je m'appelle Hugo, fondateur de Zen Effort, et j'aide les cadres et les managers à réconcilier bien-être psychologique et réussite professionnelle sans devoir sacrifier leur performance ni leur vie personnelle. Tout d'abord, le voleur d'idées. Vous connaissez peut-être ce moment où vous proposez une idée en réunion et sur le coup, personne ne réagit vraiment. L'ambiance reste polie, on passe à la suite et vous vous dites bon, au moins j'aurais essayé. Puis parfois, le jour même, parfois la semaine suivante, un autre collègue reprend exactement la même idée, la reformule, la présente à sa manière, et là, tout le monde s'enthousiasme. C'est comme si la proposition changeait de main devant tout le monde sans que personne ne s'en rende compte. Parfois, c'est direct. Attends, laisse-moi reformuler ce que tu voulais dire. D'autres fois, c'est plus subtil. Vous envoyez un mail avec des suggestions et quelques jours après, on retrouve vos arguments dans un autre fil sans mention de votre nom. Progressivement, la personne qui vit ça se referme. Elle prend moins la parole en réunion, doute de sa légitimité, relit systématiquement ses mails avant d'oser proposer quelque chose. Souvent, son manager direct, absorbé par d'autres urgences, ne remarque même pas ce changement. Au fil des mois, ce scénario se répète. On finit par ne plus vouloir s'impliquer dans les projets collectifs, persuadé que ses contributions seront systématiquement récupérées. Ce type de comportement, c'est fréquent dans les environnements compétitifs. C'est une façon pour certains de se valoriser aux dépens des autres, souvent parce qu'ils ont peur de ne pas être reconnus. Mais pour celui qui subit ça crée un sentiment d'injustice, de démotivation et ça pousse à l'autocensure. Si la hiérarchie ne réagit pas, la confiance et l'engagement de l'équipe s'effritent. Ce genre de situation, on le retrouve surtout dans les organisations où la reconnaissance manque. Ça nuit à la créativité, ça casse la confiance collective. À terme, ça peut provoquer du désengagement et même une perte de talent, parce que les personnes qui se sentent invisibles finissent par partir. Et c'est pas une question de paranoïa ou d'ego mal placé, c'est un vrai signal d'alerte sur le climat de travail. Une équipe qui laisse faire ce genre de choses, c'est une équipe où petit à petit, la créativité va s'étouffer. L'envie de contribuer risque de disparaître. Et ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres de ce qui peut ruiner une journée ou une carrière. Il y a aussi le lanceur de rumeurs. Imaginons, on est dans une équipe projet, dans une grande société de services. Un matin, à la pause café, quelqu'un dit à un collègue, tu sais, je réfléchis à demander un congé parental dans quelques mois, mais rien n'est décidé. La discussion reste discrète, mais à peine l'après-midi commencé, la nouvelle circule déjà dans tout l'open space. Les questions fusent. Alors, tu pars vraiment? Certains collègues deviennent un peu plus distants, d'autres commencent à s'organiser comme si le départ était déjà fait. Même le manager s'en mêle. J'ai entendu dire que tu allais quitter le projet, c'est vrai? Tout ça alors qu'au départ, il ne s'agissait que d'une réflexion personnelle partagée en toute confiance à une autre personne. Petit à petit, la personne concernée se sent observée, jugée, finit par s'isoler. Elle va commencer à surveiller ses paroles, ne plus oser se confier. Et du coup, la confiance qu'il y a dans l'équipe va s'effriter. On se demande qui a pu répéter ça, pourquoi ça prend une telle ampleur. L'ambiance change, les discussions se font à voix basse, la méfiance s'installe, chacun surveille ce qu'il dit. Psychologiquement, la rumeur, c'est pas juste du bruit de couloir, c'est un vrai poison pour la confiance collective. Elle permet à certains de se donner de l'importance, de se sentir au centre de l'attention ou d'avoir le sentiment de contrôler ce qui se passe dans l'équipe. Mais pour ceux qui en sont la cible, c'est une source d'anxiété, de stress et parfois même d'exclusion. Quand la rumeur s'installe, la coopération diminue, chacun se méfie, les conflits larvés se multiplient. Et au final, ce sont les relations de travail et la performance collective qui en pâtissent. Ce climat, on le retrouve souvent dans les environnements où la communication manque de clarté, où la pression est forte, ou quand les règles du jeu ne sont pas explicites. La rumeur devient alors un moyen de prendre le pouvoir, de manipuler ou de se rassurer. Et pour valider ce que ça provoque, la propagation de rumeurs est un vrai signal d'alerte pour la santé d'une équipe. Parce que ça génère de l'insécurité.
de la suspicion, et ça abîme la cohésion et l'engagement. Quand la rumeur prend le dessus, c'est jamais bon signe pour le bien-être et la confiance au travail. Et ça, c'est qu'un des nombreux mécanismes toxiques qui peuvent miner l'ambiance et la motivation de toute une équipe. On a aussi le passif agressif. Il y a des collègues avec qui tout est toujours ambigu. Vous leur demandez un coup de main. Oui, si tu veux, mais bon, normalement, à ton niveau, tu devrais déjà savoir faire ça, non? Ou alors, en réunion, une remarque glissée, comme ça, à l'air de rien. Ah, encore un dossier urgent. Heureusement que je suis là pour gérer les imprévus. C'est jamais frontal, jamais clairement agressif. Mais à chaque fois, il y a cette petite pique, ce petit sous-entendu qui va vous laisser un petit goût amer. Au début, on se dit que c'est de l'humour ou alors qu'on est peut-être un peu sensible. Mais à force, ça s'accumule. On va finir par douter de soi. On va finir par relire chaque consigne plusieurs fois, hésiter avant de demander de l'aide, de peur de se faire rabaisser ou de passer pour un incompétent. Ce qui rend ce comportement si difficile à vivre, c'est justement qu'il est insidieux. On se retrouve à marcher sur des œufs, à surveiller chaque mot, à anticiper la prochaine remarque ambiguë. Dans beaucoup d'équipes, ce type d'attitude s'installe parce qu'on évite le conflit. On préfère glisser des reproches déguisés plutôt que de dire les choses franchement. Mais au final, ça crée un climat de malaise, de méfiance, où chacun doute de sa place et de sa valeur. Ce genre de comportement, ça use la confiance, ça bloque la communication et ça finit par isoler complètement la personne qui en est la cible. Petit à petit, l'ambiance se tend, les échanges deviennent froids et tout le monde sent le malaise sans forcément réussir à le nommer. On retrouve ce schéma surtout dans les environnements où exprimer ses besoins ou ses désaccords est mal vu ou risqué. Ça finit par saper la confiance collective. Au lieu de se soutenir, chacun se protège et la performance de l'équipe en prend un coup. Ce n'est pas juste une question de personnalité difficile, c'est un vrai signal que quelque chose ne va pas dans la façon dont on communique et dont on gère les tensions au travail. Voilà, c'est un exemple de plus de ces mécanismes qui, à force, peuvent vraiment ruiner la dynamique d'une équipe. Voyons maintenant le saboteur silencieux. En effet, dans certaines équipes, il y a ce collègue qui ne fait jamais de vagues, qui ne s'énerve jamais, mais qui, mine de rien, arrive à vous mettre dans des situations impossibles. Imaginez, on est en train de travailler sur un projet important, chacun a sa part du dossier, et un matin, vous découvrez qu'un document essentiel a disparu du serveur. On cherche, on fouille, puis on s'aperçoit que c'est ce collègue qui l'avait, mais il a oublié de le remettre à jour ou de le transmettre à temps. Résultat, retard sur le planning, tension avec le client, et c'est vous qui devez rattraper l'erreur, expliquer à la hiérarchie pourquoi le projet prend du retard. Quand on lui en parle, il reste calme, presque désolé. Ah mince, j'étais débordé, ça arrive à tout le monde. Mais ce genre d'oubli, ça se répète, toujours sur des points critiques, jamais sur les petits détails. Et petit à petit, vous commencez à tout vérifier vous-même, à refaire une partie du travail, à rester plus tard le soir au cas où. Du coup, la charge mentale grimpe, la confiance s'effrite, et vous vous demandez si c'est vous qui devenez parano ou si vous êtes en train de vous faire saboter en douce. Ce comportement, c'est pas juste de la distraction. Souvent, c'est une façon pour la personne d'exprimer un malaise, une rivalité, ou même un besoin de garder le contrôle, sans jamais devoir s'exposer frontalement. C'est ce qu'on appelle du sabotage passif. On ne dit jamais non, mais on fait en sorte que ça ne marche pas. Dans une équipe, ces petites erreurs à répétition finissent par user tout le monde. Le climat de confiance disparaît, chacun se met à surveiller les autres, la coopération laisse la place à la méfiance. La surcharge mentale devient la norme et l'ambiance se dégrade, souvent sans que le manager ne s'en rende compte. Ce genre de comportement est difficile à prouver, mais il fait beaucoup de dégâts. Il fragilise la dynamique collective, génère du stress et peut pousser les plus investis à l'épuisement ou à la démotivation. Quand on laisse faire, c'est toute l'équipe qui finit par en payer le prix. Maintenant, voyons l'éternel négatif. Dans chaque équipe, il y a une personne qui a le chic pour voir le verre à moitié vide. Dès qu'un nouveau projet est lancé, c'est la même chose. On a déjà essayé, ça n'a jamais marché. Avec notre charge, c'est perdu d'avance. Ou encore, tu crois vraiment que la direction va valider ça? Ils n'y connaissent rien. À chaque réunion, ils pointent les risques, les obstacles, les échecs passés. Quand quelqu'un propose une solution, ils coupent.
C'est trop ambitieux, on n'est pas chez les bisounours ici. Dans 3 semaines, tu seras abandonné, tu verras. Il soupire, lève les yeux au ciel, parfois se plaint même à la machine à café. Encore une usine à gaz, on va y passer nos soirées. Et pourquoi? Il n'y a rien qui va changer. Au début, on se dit que c'est du réalisme ou de la prudence. Mais à force, ça use, ça mine. L'enthousiasme retombe. Les plus jeunes n'osent plus parler. Tout le monde finit par baisser les bras avant même d'avoir essayé. Ce genre d'attitude, c'est pas juste une question de caractère. Souvent, ça vient d'expériences passées où les choses n'ont pas marché, ou d'un manque de reconnaissance qui a fini par s'ancrer. La personne cherche en fait à valoir quelque chose aux yeux des autres. Mais le problème, c'est que le pessimisme, ça se propage. Et petit à petit, ce buzz négatif devient contagieux. L'équipe doute, la dynamique de groupe s'essouffle. Et même les projets les plus prometteurs finissent au placard. Dans une ambiance comme ça, la motivation s'effondre. On n'ose plus innover. On préfère se taire plutôt que de se faire casser. Et à la longue, même le manager ne reconnaît plus son équipe. Ce climat, on le retrouve souvent dans les organisations où l'échec est mal vécu, où la reconnaissance manque, ou bien quand la pression est permanente. C'est un vrai signal d'alerte. Quand la négativité prend le dessus, il devient presque impossible d'avancer ensemble. On a aussi ce collègue, le faux ami, avec qui le courant passe tout de suite. On échange sur les dossiers, on déjeune ensemble, on partage même quelques confidences sur les difficultés du travail. Au début, ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler franchement. Mais petit à petit, certains signaux apparaissent. Des propos que vous pensiez privés vous reviennent par d'autres collègues, parfois déformés. On vous rapporte des choses, il paraît que tu as des doutes sur la nouvelle organisation. Ou alors, lors d'une réunion, ce même collègue prend le contre-pied de vos idées alors qu'il les avait validées en privé. Un jour, vous surprenez une blague sur vos doutes de débutant dans un coin de l'open space. Et là, ça s'installe. À qui faire confiance? Faut-il encore se livrer ou tout garder pour soi? À quoi repère-t-on ce type de comportement? Souvent, ce type de collègue adapte son discours selon la personne qu'il a en face. Très chaleureux en tête à tête, puis distant ou critique en groupe. Il partage vos confidences par accident ou fait des allusions à vos propos devant d'autres sans que vous ne l'ayez souhaité. Il vous encourage en privé, mais ne vous soutient jamais publiquement. Et parfois, il rapporte à la hiérarchie ce que vous lui avez confié sous couvert d'aider à clarifier. Ce genre de situation, c'est un vrai poison pour l'ambiance. Parce que on se sent trahi, on se replie, on n'ose plus partager ses questionnements de peur qu'ils soient utilisés contre soi. Petit à petit, l'équipe devient méfiante, chacun surveille ses propos. La collaboration ralentit et l'ambiance se tend. Ce double jeu, ce n'est pas juste de la maladresse. Souvent, ça vient d'un besoin d'être apprécié par tout le monde, quitte à jouer sur plusieurs tableaux. Mais à force, ça détruit la confiance, ça isole les personnes et ça fragmente l'équipe. On retrouve ce genre de comportement dans les environnements où l'insécurité règne, où chacun cherche à se protéger ou à se faire bien voir du management. Quand on ne sait plus à qui se confier, l'esprit d'équipe disparaît et la suspicion prend le dessus. Maintenant, passons à ce collègue que j'appelle l'envahisseur. Il y a des collègues qui sont toujours partout, toujours présents, toujours partants pour discuter, donner un avis, proposer leur aide, même quand vous n'avez rien demandé. Au début, c'est plutôt agréable, on se sent entouré, ça crée de la vie dans l'équipe. Mais rapidement, on réalise que ces interventions sont incessantes. Difficile de faire une pause café tranquille. Le collègue va s'ins- le collègue va s'inviter systématiquement, relancer la conversation, poser des questions personnelles, parfois sans filtre. Tu bosses sur quoi? Tu veux que je t'aide? T'as pas l'air en forme aujourd'hui, ça va? Tiens, je me mets là, comme ça on avance ensemble, ok? Il s'installe à côté de vous, même si vous aviez choisi un coin calme pour avancer. En réunion, il intervient sur tous les sujets, même ceux qui ne le concernent pas. Il propose des déjeuners groupés, relance les discussions sur WhatsApp, sur la messagerie, parfois même en dehors des horaires de travail. Comment repérer ce type de comportement? Souvent, on se rend compte qu'on n'a plus de moments de vraie tranquillité. On commence à repousser ses pauses, à mettre des écouteurs pour signaler qu'on veut être au calme. Certains collègues réservent des salles pour travailler seuls. D'autres évitent les espaces communs ou les discussions informelles. L'envahisseur, lui, ne voit pas le problème, il pense sincèrement bien faire, il croit renforcer l'esprit d'équipe. Mais à force, ça épuise.
On perd sa concentration, on n'a plus le temps pour souffler. On finit la journée vidé mentalement sans vraiment comprendre pourquoi. L'ambiance change, chacun se replie, la fatigue s'installe, la cohésion de groupe s'effrite doucement. Ce genre de comportement, vous l'avez compris, il n'est pas toujours malveillant. Souvent, il traduit un besoin d'appartenance, une difficulté à gérer la solitude, ou un manque de perception des limites des autres. Mais pour l'équipe, c'est une vraie source de fatigue mentale et ça peut finir par créer des tensions ou des non-dits. Si on laisse faire, c'est pas seulement l'efficacité de l'équipe qui en pâtit, c'est aussi le bien-être de chacun et la qualité des relations dans le groupe. Maintenant, je vais vous parler du manipulateur émotionnel. Parfois, c'est pas ce qui se dit, mais la façon dont c'est dit qui vous met mal à l'aise. Il y a des situations où, même sans qu'on s'en rende compte, un collègue arrive à faire peser sur vous le poids de ses besoins ou de ses frustrations. Par exemple, vous venez de terminer une grosse journée et vous refusez une demande de dernière minute. Votre collègue vous regarde, soupire et il dit: bon, bah tant pis, je vais devoir encore rester tard. De toute façon, il y en a qui ne se sentent pas concernés. Ou alors que vous rangez vos affaires pour partir à l'heure, déjà, moi je vais finir le dossier pour qu'on ne prenne pas de retard, mais bon, chacun ses priorités. Ce genre de phrase, c'est jamais frontal, vous l'avez vu. Ça arrive en réaction à vos choix, à vos limites, et ça vous laisse avec un doute, un malaise. Petit à petit, on se sent coupable de poser des limites. On hésite à dire non. On se surprend à accepter des tâches, de plus en plus de tâches, juste pour éviter la remarque ou le regard appuyé. Souvent, ce collègue joue sur l'émotion. Il laisse entendre que vous n'êtes pas solidaire ou que sans lui, le projet ne tiendrait pas. Ça peut être une remarque glissée en réunion. C'est toujours sur moi que ça retombe. Ou bien devant l'équipe. Heureusement que je suis là pour faire avancer les choses, les gars, hein. Alors, quels indices nous permettent de voir ça? Eh bien, on va se retrouver à se justifier, à expliquer pourquoi on ne peut pas tout faire, alors qu'en réalité, on n'a pas à se justifier. Ou alors, on peut ressentir un malaise, une petite voix qui dit: t'en fais jamais assez. Et on finit par accepter des charges de travail impossibles juste pour ne pas décevoir ou passer pour quelqu'un de pas assez impliqué. Alors, quels sont les indices qui permettent de repérer ce type de comportement? Eh bien, après chaque fois que vous refusez ou après chaque limite posée, vous allez ressentir une gêne, une culpabilité qui ne vous appartient pas. Ce collègue, il fait souvent des allusions à votre implication. Chacun a ses priorités, certains sont plus investis que d'autres. Il va se placer régulièrement en victime. C'est toujours sur moi que ça retombe. Ou alors en sauveur. Heureusement que je suis là pour faire avancer les choses. Et vous vous surprenez toujours à vous justifier, même quand c'est pas nécessaire. Il arrive que d'autres collègues disent ressentir la même pression ou le même malaise après avoir posé une limite aussi. Ce type de manipulation, c'est pas toujours calculé. Parfois, la personne a elle-même du mal à poser ses limites ou a besoin de reconnaissance. Mais pour l'équipe, l'effet est le même. On s'épuise à vouloir prouver sa valeur, on finit par douter de soi et la confiance s'effrite. Quand ce genre de dynamique s'installe, c'est vraiment un signal d'alerte. On ne devrait jamais avoir à choisir entre s'épuiser pour prouver sa valeur ou culpabiliser parce qu'on ose dire non. Passons maintenant aux compétiteurs malsains. Dans certaines équipes, la compétition, c'est pas un jeu, c'est un mode de vie. Un jour, ça va être ce collègue qui, dès le matin, va demander: t'as bossé tard hier? Moi, j'ai fini le dossier à 22 heures. Ou alors, à la pause café: tu pars déjà? Il y en a qui comptent pas leurs heures, tu sais. À chaque réunion, il compare les résultats, les compliments reçus, les délais tenus. J'ai eu les félicitations du client, il paraît que c'est pas le cas de tout le monde. Et quand un projet est réussi, il va insister. Heureusement que j'ai anticipé, sinon on serait encore en retard. Difficile de partager ses astuces, de demander de l'aide ou même de célébrer une réussite sans avoir l'impression d'être en compétition pour la médaille. Petit à petit, chacun se replie, hésite à parler de ses difficultés ou même de ses succès, de peur que tout soit comparé, disséqué, utilisé contre lui. Alors, comment est-ce qu'on peut repérer ce type de comportement? Ce collègue ramène tout à la comparaison. Nombre d'heures, volume de dossiers, retour positif. Il va mettre en avant ses résultats, minimiser ceux des autres ou éviter de partager son mérite. Il se réjouit parfois, même subtilement, des échecs des autres, où il va glisser des remarques sur qui travaille le plus.
Du coup, on ressent une tension diffuse, on se sent jugé, évalué en permanence, comme si tout était noté, classé. Du coup, la confiance, elle s'effrite, la collaboration va devenir plus superficielle et chacun va faire attention à ce qu'il partage. Même les pauses deviennent des moments de calcul ou de justification. D'un point de vue psychologique, cette compétition permanente naît souvent d'une insécurité profonde, d'un besoin de validation externe, d'une culture d'entreprise basée sur la performance individuelle. Mais au quotidien, ça use. Le stress monte, la jalousie s'installe, le plaisir de travailler ensemble disparaît. À la longue, c'est la cohésion de l'équipe qui s'effondre et les talents finissent par partir lassés de cette guerre de place. Si vous remarquez que dans votre équipe, tout tourne à la comparaison, que la confiance s'efface au profit de la rivalité, c'est ça le signal d'alerte. Une équipe, c'est pas un podium. Quand la compétition prend la place, on perd l'essentiel, l'envie de réussir ensemble. Allez, on parle maintenant du dénigreur public. Imaginez, réunion d'équipe. Vous présentez vos résultats, un peu tendu parce que le dossier est complexe, et à peine vous avez commencé que ce collègue vous coupe. T'es sûr de tes chiffres? Parce qu'on a déjà vu des erreurs la dernière fois. Super l'ambiance. Vous essayez de continuer, mais il va insister. Ça, c'est la méthode maison, on sait où ça mène. Du coup, il peut y avoir quelques rires gênés, des regards qui se croisent, et vous sentez votre confiance s'effriter, votre voix se fait plus hésitante. À la pause, il va en rajouter devant les autres. Faut bien que quelqu'un mette un peu de rigueur ici, hein. Vous rentrez chez vous le soir avec ce mélange de honte et de colère, à ressasser la scène, à douter de vos compétences. Ce genre de comportement, c'est pas juste de l'humour maladroit. C'est une façon d'asseoir sa position, de rabaisser les autres pour exister dans le groupe. Et l'humiliation publique, même diluée dans la blague, laisse des traces. Perte de confiance, retrait, peur de s'exprimer. D'un point de vue psychologique, l'humiliation en public active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. C'est l'un des facteurs les plus destructeurs pour le bien-être au travail. À force, la personne visée finit par se taire, s'isoler, voire quitter l'équipe. Et si personne ne réagit, ce climat d'humiliation se banalise jusqu'à miner la santé psychologique de tout le groupe. Comment est-ce qu'on peut repérer ce type de comportement? Eh bien, les remarques sont toujours faites en public, jamais en one-to-one. Le ton va osciller entre la blague et la critique. C'est pour rigoler, faut bien détendre l'atmosphère. Vous voyez le genre, quoi. Et c'est toujours les mêmes personnes qui sont ciblées, à répétition. Les autres membres de l'équipe n'osent pas réagir ou alors détournent les yeux. Et après une intervention du dénigreur, l'ambiance devient tendue et la prise de parole diminue. Allez, on passe maintenant à un autre type de collègue, l'absent chronique. Dans chaque équipe, il y a une personne qu'on voit jamais vraiment, toujours en déplacement, ou alors en réunion, ou débordé sur un autre dossier, ou des crises, ou des urgences. Au début, on s'adapte, on se dit que tout le monde a des périodes de chargé, c'est normal. Mais très vite, ça devient une habitude. Quand il faut prendre une décision, il n'est pas là. Quand un dossier urgent tombe, il ne répond pas aux mails, ou alors il reporte systématiquement le point de suivi. On verra ça la semaine prochaine, je suis pas dispo là, je suis sur un truc. Désolé, je suis en call toute la journée, tenez-moi au courant les gars. Au fil des semaines, on se retrouve à avancer sans lui, à prendre sur soi pour que le projet ne prenne pas de retard. Mais au moment du bilan, il n'hésite pas à pointer les retards ou à critiquer les choix faits en son absence. Si j'avais été consulté, on aurait pu éviter ça. Ce genre de situation, ça crée beaucoup de frustration. Certains finissent par anticiper l'absence de cette personne. On va le mettre en copie pour la forme, on compte plus vraiment sur lui pour la contribution. Et petit à petit, l'ambiance change. On sent la lassitude, la surcharge mentale et même parfois un sentiment d'injustice. Pourquoi certains doivent-ils tout porter pendant que d'autres disparaissent? La confiance s'effrite, la dynamique de groupe s'alourdit et la motivation collective s'en ressent. Mais ce comportement, c'est pas toujours volontaire. Parfois, c'est une façon de procrastiner, d'éviter la responsabilité ou la peur de l'échec. Sauf que, pour l'équipe, l'effet domino est réel. Surcharge, tension, démotivation. Et à force, ceux qui s'investissent le plus s'épuisent. Et du coup, les tensions montent et la cohésion s'effondre. Quand on repère ce schéma, c'est un vrai signal d'alerte pour la santé de l'équipe.
Travailler ensemble, c'est aussi partager les contraintes, pas seulement les succès. Alors, quels sont les indices pour repérer un absent chronique? Eh ben, il est jamais là pour les tâches ingrates ou les décisions complexes, mais toujours présent pour les moments de valorisation. Il répond rarement aux messages importants ou alors toujours avec du retard. Il reporte ou annule fréquemment les points de suivi sans proposer d'alternatives concrètes. Et son absence oblige les autres à compenser, à prendre des initiatives non partagées. Parlons maintenant d'un autre type de collègue, le fantôme du mail. Vous connaissez sûrement ça. Vous envoyez un mail important à plusieurs collègues, vous attendez des réponses pour avancer et rien. Pas un retour, pas même un accusé de réception. Au début, on se dit que la personne est débordée, qu'elle n'a pas vu le message, ce qui peut arriver. Alors, du coup, on relance. Petite relance sur mon mail d'hier, vous avez eu le temps de regarder? Toujours rien. Du coup, le sujet prend du retard, vous finissez par appeler, croiser le collègue dans le couloir. Ah, tu m'as envoyé un mail? Ah, j'ai rien vu passer. Et puis en réunion, cette même personne intervient. Ah, j'étais pas au courant, personne ne m'a rien transmis. C'est frustrant parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et vous vous surprenez à multiplier les canaux, mail, Teams, SMS, chat, juste pour une validation ou une info à transmettre. Petit à petit, vous vous adaptez. Vous mettez la personne en copie pour la forme. Vous contournez. Vous prenez sur vous pour avancer, mais la charge mentale grimpe. D'autres collègues à vous, moi non plus, j'ai jamais de réponse. Je finis sans faire sans, quoi. Ce comportement, c'est pas toujours de la mauvaise volonté. Parfois, c'est de la procrastination, une difficulté à gérer de la pression ou un évitement de la responsabilité. Mais pour l'équipe, le résultat est le même. Frustration, perte de temps, sentiment d'impuissance. À force, la confiance de la circulation de l'information s'effrite. Les tensions montent, la désorganisation s'installe et la dynamique de groupe s'affaiblit. Quand on doit faire le travail de deux parce qu'un fantôme du mail ne joue pas le jeu, c'est toute l'efficacité et le bien-être de l'équipe qui en pâtissent. Alors comment est-ce qu'on peut repérer ce type de comportement? Eh bien la personne, elle répond jamais ou très tard aux messages importants, même quand elle est destinataire direct. Elle va se plaindre régulièrement de ne pas être informée ou accuser les autres d'un manque de communication. Elle intervient souvent en réunion pour dire qu'elle n'était pas au courant ou alors que tout a été envoyé dans les temps. Les collègues finissent par la contourner ou par doubler chaque information sur plusieurs supports, ce qui alourdit la charge pour tous. Si vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces situations, sachez que vous n'êtes pas obligé de rester seul face à ces difficultés. C'est justement pour ça que j'ai créé la newsletter Zen Effort. Chaque semaine, vous recevez des conseils concrets pour retrouver de l'énergie, de la clarté et du bien-être dans votre vie professionnelle de cadre ou de manager, sans mettre en danger votre bien-être et votre vie perso. Vous allez y trouver des outils, des partages, des pistes pour avancer à votre rythme, sans pression, sans jugement. Si vous souhaitez recevoir ce soutien régulier, il vous suffit de vous inscrire, le lien est juste sous la vidéo ou dans la description. C'est gratuit, sans engagement, et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Voilà, nous venons de passer en revue 12 profils ou situations qui, chacun à leur manière, peuvent vraiment vous gâcher une journée ou plus largement miner la confiance et le bien-être d'une équipe. Peut-être que certaines scènes vous ont parlé ou que vous avez enfin mis des mots sur des malaises ressentis depuis longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que la toxicité au travail, ça se résume pas à des caricatures. C'est pas toujours que le management ou un manager toxique. C'est pas que la charge de travail. Parfois, c'est insidieux, ça s'installe petit à petit et ça vient des collègues. Et on finit par croire que c'est normal de subir ce genre de comportement. Mais non, c'est pas une fatalité. Vous n'avez pas à choisir entre réussir et vous préserver, entre performance et équilibre intérieur. Reconnaître ce genre de dynamique, c'est déjà un premier pas pour vous protéger, pour poser des limites et retrouver du sens et du plaisir dans votre quotidien professionnel et personnel. Et si vous souhaitez aller plus loin, avancer sans vous perdre, vous savez où me trouver. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre réussite, c'est aussi votre bien-être. Bye.